20h45, précisément l'heure de votre tour d'horizon de l'information africaine et à la une du jour. Les militaires ivoiriens de retour à Abidjan et reçus en grande pompe par le président Alassane Ouattara. L'affaire des détenus qui a fait grand bruit avec son lot de tensions entre plusieurs acteurs africains. Beaucoup de zones d'ombre demeurent qu'on essaiera d'éclaircir avec notre invité du jour. Sénégal, une grave collusion de deux bus qui fait 40 morts. Le pays est sous le choc. Un deuil national décrété. Les premiers résultats de l'enquête sont révélés, qu'on partagera avec vous dans un instant. Et puis enfin, législative au Bénin avec un spectre politique plus élargi. L'opposition aura son mot à dire dans le débat comparé au scrutin de 2019. Même si on craint un taux d'abstention important, on fait le point en fin d'édition. De retour chez eux, les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali durant 6 mois, finalement graciés par le président de la transition malienne, Assimi Goïta, arrivé dans la nuit d'hier à Abidjan et reçu avec les honneurs par le président ivoirien Alassane Ouattara. Une affaire donc qui aura duré depuis le mois de juillet, on en avait parlé ici même, laquelle a mis sous pression les relations diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire, mais également le Togo et la CEDEAO qui ont campé, eux, leur rôle de médiateurs. Heureux dénouement que l'épilogue du retour des soldats ivoiriens chez eux, comme vous l'avez aperçu sur les images, où l'ensemble des protagonistes semblent tirer la satisfaction vers eux. Heureux dénouement, disais-je, mais dans l'intervalle, beaucoup de zones d'ombre demeurent. Qu'est-ce qui a permis la libération des soldats ivoiriens condamnés dans un premier temps par la justice malienne à des sanctions lourdes, à préciser que leurs avocats n'ont pas fait appel? Qu'est-ce qui leur a été reproché précisément? Sont-ils tous ivoiriens ou y a-t-il parmi eux d'autres combattants étrangers? Pourquoi, une fois libéré, l'avion a fait une escale de quelques heures au Togo, le pays médiateur? Comme vous le constatez, une pléthore de questions en suspens. Et justement, pour tenter d'en savoir un peu plus, nous recevons Cheikh Tidjane Diarra, observateur de l'actualité malienne. Bonsoir, monsieur Diarra. Bonsoir, monsieur Karim. Merci pour l'invitation. Le président ivoirien Alassane Ouattara, en recevant les soldats fraîchement libérés des geôles maliennes, a prononcé un discours après les formules de bienvenue de circonstance qui en ont étonné plus d'un en déclarant, je cite, « Chers soldats, vous n'avez rien à vous reprocher, vous étiez en mission. » De quelle mission parlait-il selon vous? Il parle notamment de NSE. Au départ, c'est ce que les Ivoiriens disaient, les autorités ivoiriennes disaient que c'était des NSE, qui a été démenti par l'administration, qui n'a pas du tout reconnu des soldats ivoiriens venus pour des rotations dans le cadre de NSE. Et ensuite, NSE, c'est quoi? Pardon? Qu'est-ce que le NSE? Le NSE, c'est le soutien national à la maintien de paix au Mali. Poursuivez, oui, on vous écoute, poursuivez. Oui, le NSC, c'est le soutien national aux forces étrangères déployées dans le cadre de la maintien de paix au Mali. Le NSC vient aider des pays qui déploient déjà des soldats dans le cadre de l'aménagement au Mali. Donc la Côte d'Ivoire avait fait une demande déjà, mais il n'avait jamais envoyé des soldats au Mali dans ces cadres-là. Donc la Côte d'Ivoire s'est appuyée sur cette demande pour dire que ce sont des soldats qui ont été envoyés pour appuyer ces militaires qui sont déjà déployés au niveau de Tombouctou et de Gao au nord du Mali. Et ces soldats, les 49, n'avaient pas d'ordre de mission à leur arrivée à l'aéroport de Bamako. C'est ce qui a créé tous ces problèmes-là, déjà diplomatiques et judiciaires. Ensuite, la Côte d'Ivoire a demandé leur libération sans délai, ce qui n'était pas du tout possible parce qu'ils n'avaient pas d'ordre de mission, il faudra le rappeler. Et le président togolais, Faure Gnassingbé, s'est proposé comme médiateur pour dénouer cette affaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on assiste à la libération des 46 qui étaient détenus depuis le mois de juillet au Mali, et aujourd'hui ils sont graciés, ils sont rentrés chez eux. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, exactement, pourquoi ces soldats ont fait une escale à Lomé, la capitale togolaise,
avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Or, Bamako, Abidjan, c'est plus proche que Lomé, Abidjan. Et les gens se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Et la question est de savoir, est-ce que réellement ces 49 étaient tous des Ivoiriens ou pas? Et la réponse est très claire. Même dans l'ordonnance de renvoi de ces 49 militaires devant les juges maliens, il y avait cette question qui a été soulevée sur l'identité exacte de ces personnes. Monsieur Diarra, malheureusement, le temps nous est compté. Je vais vous poser la seconde question, essayer de répondre assez rapidement. Je veux parler de la CEDEAO qui, par la voix de son représentant Omaro Sissoko Embalo, Bissau-Guinéen, dans un premier temps engagé un langage où il a été question de sanctions, de surenchères de menaces à l'endroit du président Assimi Goïta, avant de frelater son discours autrefois musclé. Avions-nous, de ce côté-là, sous-estimé le nouveau pouvoir malien dans cette affaire? Pour répondre à cette question, c'est très simple. Il faut se dire que le Mali fragilisé qui existait avant l'arrivée de ces militaires, de ces jeunes colonels au pouvoir, le Mali n'existe plus. Aujourd'hui, le Mali ne cède plus à des intimidations. Le Mali n'est plus sur la liste des pays intimidables. La CEDEAO a donné des ultimatums, le Mali n'a pas écouté. Et il faut rappeler aussi que le secrétaire général de l'ONU aussi avait menacé le Mali pour libérer ces militaires. Et le Mali n'était pas exécuté parce qu'aujourd'hui, ces jeunes militaires sont venus, ils ont reconquéri l'espace aérien malien, ils ont réarmé l'armée malienne. Et aujourd'hui, le Mali est la troisième puissance militaire dans la sous-région. Donc personne ne peut encore intimider le Mali. Et Embalo est un misère public. Merci, Monsieur Diarra. N'importe quoi qui est soumis. Merci, Monsieur Diarra. Malheureusement, le temps nous est compté. Merci pour vos réponses et surtout merci d'avoir été avec nous et de nous avoir livré toutes ces explications. Alors, autre fait du jour avec ce drame au Sénégal, avec la collision de deux bus, on vous le disait, le pire accident de ces dernières années. On déplore 40 morts et plusieurs dizaines de blessés. Un deuil national a été décrété. Un drame qui a eu lieu donc dans la nuit d'hier, aux environs de 3 heures du matin, près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar. Et selon les premiers éléments de l'enquête, le bus affecté au transport public a dévié de l'axe routier à cause de l'éclatement d'un pneu avant de heurter frontalement un bus venant en sens inverse. Et les Béninois appelés aux urnes pour des élections législatives et donner un mandat à des députés, chose nouvelle pour ce nouveau rendez-vous politique au pays et une scène politique qui s'élargit. Beaucoup parlent d'une évolution politique positive par rapport aux dernières élections de 2019, marquées par des violences, avec une opposition écartée des débats. Un mot sur la cartographie politique au Bénin. En tout et pour tout, ce sont 7 partis, dont 3 qui se réclament de l'opposition, qui briguent les 109 sièges de l'Assemblée nationale. Parmi eux, les démocrates, parti de l'ancien président Thomas Bouniayi, participe à un scrutin pour la première fois et va mesurer ses forces. Le bloc républicain, lui, parti de la mouvance présidentielle de Patrice Talon, le mieux ancré dans le Nord, aura cette fois un adversaire de poids dans cette zone où l'ex-chef de l'État est implanté. Ce que l'on craint est que l'engouement ne soit pas à la hauteur des espérances et du rendez-vous. Le taux d'abstention pourrait être élevé et une victoire trop écrasante des partis présidentiels pourrait décrédibiliser la dite ouverture voulue par le président en exercice Patrice Talon. Et le dernier volet sera consacré à l'économie avec tout d'abord cette inflation qui inquiète en République du Congo, une hausse des prix alimentaires qui perdure malgré les mesures prises par le gouvernement, comme l'exonération des prix de douane ou le blocage des prix de certains produits. Le Congo a enregistré en 2022 l'un de ses taux d'inflation le plus élevé depuis le début des années 2000, soit 13%, un pays au potentiel pourtant agricole important qui dépend largement des importations. Voilà, ça sera tout pour notre tour d'horizon continental. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée.